Donc, bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Sylvain, donc, développeur back-end chez Zelti. On édite un logiciel de caisse pour les restaurateurs. Je fais partie d'une équipe tech où il y a plusieurs équipes, une équipe back-end, une équipe front, une équipe iOS, une équipe product. Et donc moi je fais partie de l'équipe back-end où on est 4-5 développeurs et où la qualité du code est importante. Et c'est pour ça que le clean code est un de nos principes dans l'équipe. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui est communément appelé le clean code ou code propre. Donc, faisant référence au livre portant le même nom de Robert Cecil Martin. Robert Cecil Martin qui est aussi connu sous le nom de Uncle Bob sur internet, pour ceux qui ont peut-être vu passer des articles d'Uncle Bob. Donc le livre comprend de nombreux exemples expliquant de manière détaillée tous les concepts du clean code et avec plein d'exemples qui restent assez simples en théorie, parce que la plupart du temps on se dit c'est logique, sauf qu'au final c'est quand même assez rarement mis en pratique. Donc attention, Clean Code c'est pas une charte de codage interne, hein, c'est vraiment une présentation de règles partagées par le monde des développeurs et applicables à tous les langages de programmation, donc pas que PHP. Et ça n'a rien à voir non plus avec la clean architecture, même si Robert Cecil Martin a aussi écrit un livre qui s'appelle La Clean Architecture. Je me suis aussi inspiré bien sûr de plein d'articles sur le sujet et d'un autre livre que j'aime beaucoup qui est Software Craft, TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles qui parle de nombreuses bonnes pratiques pour les développeurs. Et donc le livre écrit par Uncle Bob rappelle quelque chose d'important, c'est que la vérité ne peut être trouvée qu'à un seul endroit, c'est le code. Donc cette présentation se déroulera en 4 parties. Je commencerai par expliquer qu'est-ce que le clean code, avant de voir pourquoi il y a un intérêt à le pratiquer. Ensuite, on verra toutes les règles qui régissent le clean code, avant de terminer par quelques petits tips pour voir comment les appliquer au quotidien. Donc le clean code, c'est qui, c'est quoi? Le clean code, c'est un style de programmation, une manière de coder qui favorise la lisibilité et la compréhension du code, et la maintenabilité du code surtout. Donc ça tourne autour de 4 grands principes. Le principe dry, don't repeat yourself. Donc comme son nom l'indique, hein, ça vise à ne pas dupliquer de code. KISS, Keeping Simple Stupid, donc le but là il est de rester le plus simple possible. Il faut coder que ce qu'on a besoin à l'instant T, répondre aux besoins de la manière la plus simple possible, pas partir dans des conceptions trop complexes où on veut rendre dynamique tout un tas de choses dans le but on pourra faire ça plus tard, sauf qu'au final ça rend le code très compliqué à lire même pour l'auteur du code, quelques mois après quoi. YAGNI, You Ain't Gonna Need It, donc dans le sens du précédent principe, faut se contenter de coder que ce dont on a besoin. On a souvent tendance, donc soit nous les devs ou même je pense dans l'équipe product, ceux qui sont en charge de définir le besoin fonctionnel et tout, de vouloir ajouter une petite fonctionnalité bonus pour avoir un petit effet waouh ou quelque chose en plus. Sauf qu'au final, si la fonctionnalité n'était pas demandée, le jour où on en aura besoin, il faudra probablement l'adapter, voire la refaire complètement, parce qu'on n'aura pas réfléchi la fonctionnalité comme on aurait dû la réfléchir si c'était un réel besoin. Et puis les principes solides, donc ça c'est quelque chose qui est assez connu. Je vais juste rappeler les lettres, donc S pour Single Responsibility, O pour Open Close Principle, L pour List of Substitution, I pour Interface Ségrégation et D pour Dependency Inversion. Donc je n'ai pas prévu d'expliquer ces principes solides. S'il y a des questions, on pourra revenir dessus, mais voilà, il y a déjà plein de conférences, même à la FUP, qui ont déjà eu lieu sur ce sujet-là. Et donc le clean code, c'est un équilibre entre tous ces principes. Donc le but est de produire un code le plus simple possible en évitant toute duplication et bien structuré en appliquant les principes solides pour le maintenir de manière la plus simple possible. Donc voyons pourquoi c'est un intérêt. Donc en sociologie, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la vide brisée, qui part du principe qu'à la moindre dégradation dans un environnement urbain, si cette dégradation n'est pas rapidement réparée, d'autres dégradations rapides et successives vont suivre.
Et donc, par exemple, sur un bâtiment, bah, si on a une vitre cassée et qu'on la répare pas rapidement, bah, d'autres vitres vont suivre et on va croire que la bâtisse est abandonnée. Et donc derrière, bah, on rentre dans un cercle vicieux, quoi. Donc cette théorie elle suggère que l'être humain a une propension au laisser-aller dans un environnement dégradé, et qu'à l'inverse, on éprouve des scrupules à ne pas respecter les règles dans un environnement sain. Donc cette analogie, elle est déclinable dans plein de situations, et elle est extrêmement vraie dans une base de code. Donc bien avoir à l'esprit que le code il est plus souvent lu qu'écrit, hein. On va écrire la ligne de code une fois, et pour voir ce qui est fait, comprendre ce qui est fait, dans le cadre d'une question fonctionnelle, dans le cadre d'un fixe, d'une modification. Prendre le code en exemple, on va le lire des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Donc c'est important d'avoir un code compréhensible. Donc face à ce genre de dérive, l'exemplarité doit primer. Essayer d'avoir tous à cœur la propreté du code. Essayer de s'appliquer une tolérance zéro. Donc si on s'autorise des négligences qu'on estime acceptables sur le moment, bah, on s'ouvre à des négligences plus importantes plus tard, quoi. Donc après, c'est facile à dire sur une base de code propre ou sur des nouveaux projets, parce qu'on redémarre de zéro, le code est déjà propre, on peut continuer. Mais quand on travaille sur du code legacy qui ne respecte pas ces principes à différents degrés, bah, ça peut être compliqué et frustrant. Après, il ne faut pas se résigner. Sans chercher forcément à tout refaire ou à modifier le code dans sa globalité, bah, on peut juste le modifier par petites touches. Chaque petite amélioration, bah, ça reste une amélioration. Et voilà. Donc, Uncle Bob, il appelle ça la théorie du Boy Scout. Donc, la théorie du Boy Scout, j'en parlerai peut-être plusieurs fois dans la présentation, mais en gros, c'est rendre le code dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé. Donc, il en va de la responsabilité du développeur. Il ne faut pas chercher d'excuses liées au contexte de l'entreprise, parce qu'on est dans une équipe où on a des collègues qui ont différents niveaux et que du coup on se dit bon, on ne peut pas appliquer ça pour tout le monde. On manque de temps ou tout ça, il faut vraiment s'imposer cette rigueur et que ça devienne une seconde nature de faire du clean code. Et donc si on se permet de donner un avis plutôt tranché, bah, un bon développeur, c'est un développeur qui fait du clean code. Le code que l'on produit va dans la majorité des cas revenir dans les mains d'autres développeurs. Donc nous, on est agacés, frustrés quand on récupère des codes legacy qui sont immaintenables ou quoi. Bah, faut se dire que ce qu'on produit, c'est la même chose, ça arrivera dans les mains d'autres développeurs. Donc on se doit de laisser quelque chose de propre pour ceux qui vont reprendre le projet derrière. Donc j'adore cette citation de Robert Cecil Martin qui dit que bah, n'importe qui peut écrire du code compréhensible par un ordinateur et que seuls les bons développeurs écrivent du code compréhensible par l'être humain. Donc ça représente bien la physionomie du clean code. Les règles à suivre. Donc première règle, le nommage. Donc deux citations d'Uncle Bob pour mettre en avant ça. Donc mieux vaut un long nom, un nom long explicite qu'un nom court énigmatique, et un long nom explicite vaut mieux qu'un commentaire explicatif. Et toujours très nuancé, Uncle Bob dit qu'il faut nommer une variable avec le même soin que si on devait nommer notre premier-né. Donc dans les règles de nommage, il faut toujours essayer de révéler l'intention. Il faut qu'à la première lecture d'un morceau de code, on comprenne ce que ça veut dire, que ce soit une classe, une méthode, une variable. Donc les noms doivent révéler l'intention, les classes doivent être des noms, les fonctions doivent être des verbes, les booléens doivent répondre à yes, no. Bien penser également aux variables qui doivent être bien nommées et aux paramètres de méthode qui ne sont pas tout le temps explicites. Donc par exemple, un paramètre ID dans une méthode, on a souvent tendance à dire toujours nommer ça ID, alors que des fois, indiquer de quel ID ça correspond, ça donne un peu plus de précision et on comprend mieux et ça évite des erreurs. Utiliser des noms qui ont du sens et sont facilement recherchés dans le code. Donc là, une connaissance métier peut être aussi importante, donc notamment définir un ubiquitous language ou ce genre de choses pour avoir du code qui est commun à tout le monde et qu'on puisse facilement rechercher dans un projet. Il faut que ce soit prononciable, pas d'abréviation. Donc user, c'est user et c'est pas USR. Éviter les termes fourre-tout. Donc data, info, manager, c'est des choses qu'on voit souvent et qui au final sont très peu parlants. Un dev qui arrive sur un projet et voit data, info, manager, ça ne veut rien dire.
Ne pas répéter ah oui, pas de termes redondants. Donc il y a aussi dans une classe user par exemple, si on veut faire un getter pour récupérer le name, on va faire un getter getName sur une classe user plutôt qu'un getter getUserName où là le user est un peu redondant dans le cas. Non paramètre méthode vs non variable fourni. Donc quand on a dans une méthode un paramètre, donc par exemple une méthode toUpperCase qui a un paramètre $text, quand on va utiliser cette méthode, il ne faut pas nommer la variable qui va être passée $text, mais ce qu'on utilise, qu'on veut mettre en majuscule. Donc par exemple, si on veut mettre en majuscule le nom de famille, on va mettre, et que ça passe par une variable, on appellera la variable $lastName et pas $text pour ne mettre le même nom que la méthode. Et donc, avec toutes ces règles, ne pas hésiter à changer un nom quand on tombe sur un nom qui n'est pas parlant ou qui peut porter à confusion. Maintenant, avec les IDE, on est quand même capable de refactor un nom avec tous les impacts associés assez facilement. Même si sur certains projets, l'IDE n'est pas infaillible, il peut quand même causer quelques soucis. Donc c'est toujours assez compliqué de bien nommer les choses, même si on n'a pas un nom parfait, mais du moment qu'il est meilleur que l'ancien, pas hésiter quand même à refactor pour améliorer la chose. Et peut-être que sur la review, on aura une meilleure proposition, et peut-être que la prochaine fois qu'on repassera dessus, on aura encore une meilleure idée, et voilà. Encore une fois, théorie du Boy Scout. Donc j'ai mis un petit morceau de code pour essayer de faire un exemple. Donc si on a une classe panier avec une méthode qui pour calculer les différents produits d'un panier, et on voit ici on a une méthode calc, donc ça c'est pas clean code, hein, on met une abréviation, on a un array d'items, l'items c'est un tableau associatif, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Et donc si on essaie de la refactor un petit peu, on va définir un objet cart-item, où là on sait déjà qu'il y a propriété price, propriété quantity. La méthode, on va l'appeler calculateTotal. Et puis après ça reste le code comme avant, et on va le modifier petit à petit. Deuxième règle, les commentaires. Donc à une époque, notamment quand je commençais en tant que dev, hein, dans différents stages ou même au début que j'étais dev, j'entendais souvent qu'il fallait mettre un maximum de commentaires. On voyait même des articles expliquant comment mesurer la qualité de son code avec un critère qualité indiquant le nombre de commentaires et tout. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout une bonne pratique de mettre trop de commentaires dans un code. Donc pour Nickelbob, c'est même un aveu d'échec. Si on met autant de commentaires, c'est parce que notre code n'est pas compréhensible et qu'on est obligé de mettre autant de commentaires. Comme explique Nickelbob aussi, les commentaires peuvent être obsolètes. C'est-à-dire que quand on met un commentaire la première fois qu'on écrit le code, ça représente le code, sauf que derrière, on va être amené plusieurs fois à modifier le code. Le développeur ne va pas forcément penser à modifier le commentaire qui est un petit peu plus haut. Et le code, après, il ne veut plus rien dire, il n'est plus à jour. Donc c'est un peu le même cas aussi qu'on peut voir sur les docs techniques. Quand on veut faire une doc technique qui présente bien comme il faut un service qui est développé, ça demande une certaine rigueur à maintenir parce que ce n'est pas forcément à jour. Et d'où la première phrase de la présentation, la vérité se situe qu'à un seul endroit, le code. Voilà, quand on tombe sur un commentaire obscur aussi, il ne faut pas hésiter à supprimer le commentaire et à refactor le code pour rendre le code plus préhensible et le commentaire l'enlever s'il n'est pas utile. Après, concernant les tests, mon avis perso, c'est que ça peut être pas mal quand même d'être moins rigoureux sur ne pas avoir de commentaires parce que des fois, ça peut être intéressant de donner du contexte parce que sur les tests, on est souvent sur du test unitaire. On a besoin de prérequis, que ce soit dans les données en base de données, sur des actions avant et tout, ou donner un peu de contexte en commentaire, ça peut être quand même vachement utile. Et puis on peut aussi s'autoriser des commentaires pour indiquer une subtilité qui est liée à un code trop complexe et qu'on a beau faire ce qu'on peut, on n'arrive pas à rendre le code assez compréhensible. Les to-do, les fix-me, c'est autorisé, même si moi perso je suis pas fan de faire ça. Nous dans l'équipe en général quand on a ça, c'est qu'il y a une tâche associée derrière qui va être traitée dans les jours ou semaines qui viennent. Et puis quelques commentaires, notamment en PHP comme il n'y a pas de générique, indiquer quand on a des tableaux, indiquer quel type de tableau c'est important. Donc si on reprend le commentaire de tout à l'heure, le code de tout à l'heure, on avait ce commentaire-là. Donc c'était du code généré par ChatGPT, où lui il met plein de commentaires comme ça.
À mon sens, il y a quand même des commentaires qui sont pas utiles du tout. Et du coup, moi, je garderai que ça. Avoir l'info calculée de total amount of card sur la méthode et la classe, ça a peu voire pas du tout d'intérêt. Indiquer le type des paramètres, alors que maintenant que PHP est typé, ça n'a plus d'intérêt. Après, je pense que c'est des résidus de avant que PHP soit bien typé, on avait tendance à avoir besoin de tout ça pour indiquer les types. Maintenant, il faut épurer le code pour supprimer tout ce qui est inutile. Troisième règle, éviter les nombres magiques. Donc un nombre magique, c'est un nombre utilisé sans avoir été nommé en révélant son utilité. Donc c'est quand on se retrouve dans du code, dans une méthode, dans une fonction, avoir une comparaison sur un chiffre égal 3 et on ne sait pas ce que veut dire 3. Le but c'est de passer indiquer de la lisibilité dans le code en mettant ce nombre dans une variable, dans une constante, même dans une enum maintenant, pour indiquer à quoi correspond ce nombre. Et comme ça, on utilisera cette constante-là qui sera bien nommée. Donc si statut 3 c'est statut payé, on aura une variable qui indiquera paid et voilà. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on avait un calcul de taxe, on avait 0,2 directement dans le code, on aurait un tax rate pour bien indiquer à quoi correspond ce 0,2. Quatrième règle, coder petit. Donc encore une magnifique situation d'Uncle Bob. La première règle des fonctions est qu'elles doivent être le plus petites possible, et la seconde règle est qu'elles doivent être encore plus petites que ça. Donc en gros, plus on définit des méthodes petites, plus révéler l'intention sera facile. Attention aussi à ne pas avoir de méthode avec trop de paramètres. Si on a trop de paramètres, c'est que probablement qu'on ne respecte pas la règle SRP, donc le S de Solid, Single Responsibility. Attention quand même à ne pas avoir que des méthodes d'une ligne. Là, on va peut-être dans l'extrême et il faut se poser la question s'il y a un réel intérêt à avoir autant de sous-méthodes s'il n'y a qu'une ligne à chaque fois. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on avait tout dans la méthode calculette totale. On pourrait définir des sous-méthodes pour calculer l'addition de base, une méthode pour appliquer les remises, une méthode pour ajouter les taxes, etc. Cinquième règle, éviter la duplication. Donc, comme le dit cette citation, la duplication est le principal ennemi d'un système bien conçu. Donc ça représente un travail supplémentaire, des risques supplémentaires et une complexité inutile supplémentaire. Donc on revient sur le principe dry qu'on a vu au début. Donc ne pas se répéter, ne pas dupliquer du code. Donc dans l'idée, dès qu'on voit un morceau de code dupliqué, faut se poser la question, est-ce qu'on peut refactor pour faire une sous-méthode qui va contenir ce code-là. Parce que si on voit du code dupliqué en général, c'est qu'il y a probablement de grandes chances qu'on puisse extraire ce code dans une autre méthode. Après, une duplication peut être voulue, parce que si on va avoir la possibilité de faire évoluer le code indépendamment du reste, si on inclut ça dans une méthode qui sera utilisée par les différents services, ça va créer un couplage fort, et du coup, chaque modification, ça impactera tous les services. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, on travaille avec Deliveroo, Uber, ça reste des services similaires. On peut avoir du code qui fait la même chose, sauf qu'au final, on ne veut pas du tout avoir de couplage entre les deux parce que c'est des partenaires totalement différents. Et donc, ce sera voulu d'avoir du code similaire dupliqué dans les deux services. Voilà, je pensais un petit exemple sur si on devrait appliquer des calculs de taxes différents en fonction de pays. L'idée, plutôt que d'avoir deux méthodes avec le même calcul en fonction d'une taxe différente, serait d'avoir une seule taxe et un autre paramètre pour bien appliquer la bonne taxe. Règle 6, donc l'imbrication. Donc là, tout simple, c'est éviter d'avoir plusieurs niveaux d'imbrication. Donc si on se retrouve avec plusieurs niveaux, donc plusieurs if, donc un if, dans un for each, etc., il est fortement probable que le code doive être refactor. Donc il y a l'early return qui est une solution intéressante pour contrer ça. C'est une technique qui consiste à quitter une fonction dès qu'une condition est remplie, et comme ça simplifie le flux logique. Donc là, par exemple, ça peut être un morceau de code sur lequel on peut tomber, où on voit
le développeur, on lui a dit il faut ça, ça, ça pour faire quelque chose, et du coup il a raisonné dans ce sens-là. Au final, c'est très compliqué à lire, on ne comprend rien au premier coup d'œil, et d'avoir plutôt une méthode comme ça, où chaque condition où on sait qu'on va sortir de la méthode, enfin qu'on ne va pas remplir le critère, et ben on sort, et voilà, ça simplifie la lecture, c'est plus parlant, c'est plus lisible. Règle 7, description avant concision. Donc ça peut arriver de vouloir trop optimiser du code, notamment quand on travaille sur des calculs, sur des tableaux ou quoi. On va se dire, ah, j'ai 4 lignes, je peux la transformer en une seule ligne, sauf qu'au final, c'est pas forcément une bonne idée, ça dépend des cas, mais des fois, il vaut mieux préférer laisser la portion de code en plusieurs lignes, en passant par des variables intermédiaires, donnant justement de la précision, plutôt que de vouloir optimiser ça pour gagner quelques lignes, et au final, le code, il est plus lisible. Donc, encore une fois, c'est la lisibilité du code qui doit primer. Donc là, si on voulait faire le calcul en une ligne pour calculer le total, on aurait pu le faire, mais derrière, s'il y a la moindre question, s'il y a un petit bug, si on veut rajouter quelque chose, on ne sait pas quoi faire. Et alors qu'en découpant bien comme il faut par des sous-méthodes et en faisant ça sur plusieurs lignes, c'est beaucoup plus facile à comprendre, à comprendre le code et à le modifier si besoin. Règle 8, donc éviter les fonctions à effet de bord. Donc c'est des méthodes passées avec des paramètres passés en référence. Donc en PHP, c'est le petit commercial devant un paramètre. C'est une mauvaise pratique, ça amène souvent des erreurs et des incompréhensions, car souvent la méthode ment sur son intention, parce qu'on met une fonctionnalité plus supplémentaire par rapport au nom qu'elle a. Donc bien penser à l'intention de la méthode pour savoir si elle induit la modification du paramètre passant en référence, parce que quelquefois ça peut quand même être utile, donc encore une fois, un pragmatisme et réfléchir aux besoins. Et bien garder en tête que le fait de respecter le principe SRP, hein, si on a une méthode qui révèle une intention, elle doit se contenter de faire ce qu'on lui donne comme objectif, sans faire quelque chose de caché qui après induira en erreur et posera une problématique. Donc un petit exemple, notamment sur les validations. Quand on tombe sur du code assez ancien, on avait tendance à avoir des méthodes d'évaluation qui retournaient false ou des codes erreurs, qui retournaient, du coup on passait les invalidations en référence. Derrière, si la méthode s'appelle validate, elle est juste censée validate, et donc du coup maintenant plutôt lever une exception. Et derrière, ce serait plus l'exception qui porterait la logique d'avoir les informations supplémentaires expliquant les invalidations si on en a besoin pour l'utilisateur. Règle 9, les tests. Donc d'abord, le test doit être testé le plus possible, enfin dans la mesure du possible. Et donc avec tous les tests qui passent aussi, hein. Il ne faut pas écrire des tests en disant ce test-là il passe pas, mais c'est pas grave, voilà, hein, les tests doivent passer. Le fait de devoir tester peut aider aussi à mieux découper son code. Quand on raisonne aussi, faut que je puisse tester ça, et ça évite des erreurs de conception derrière. Donc ça permet de mieux découper son code pour que tous les comportements puissent être testables unitairement. On a souvent aussi tendance à mettre beaucoup plus d'efforts dans le code de l'application, le code de prod, que dans l'écriture des tests. Moi le premier, même si j'essaie de m'améliorer sur ça. Alors qu'en réalité, c'est ultra important d'écrire des tests qui soient aussi compréhensibles. Ça doit faire presque partie ça peut faire presque partie faire office d'une documentation pour un développeur qui arrive sur la feature, sur le projet. Donc il est important d'appliquer les mêmes règles clean code qu'on vient de voir sur les classes de test. Une bonne pratique aussi, c'est d'écrire une méthode de test par comportement et non une méthode de test par méthode qu'on voit dans le code et qui va tester les différents comportements dans la méthode. Parce qu'après, au final, ça fait souvent des méthodes de test qui sont beaucoup trop longues et du coup, on a du mal à lire et voir tout ce qui est fait dedans. Donc le code de test est aussi important que le code de prod, et si possible, essayer d'appliquer le TDD. Donc après, il y en a qui sont assez inflexibles avec le TDD. Moi, je pense que sur les petites modifications, les fixes, c'est très important de le mettre en place. Après, faire du TDD quand on part de zéro, quand on est sur de grosses features ou quoi, c'est compliqué, ça demande quand même beaucoup de compétences, d'expérience, de connaissances aussi sur le projet pour voir comment ça fonctionne. Donc, voilà, pragmatisme, mais en tout cas sur des petites modifications et des fixes, le TDD
est quand même très utile à pratiquer pour pas avoir de mauvais fixes. Juste un exemple donc pour montrer, même si là du coup l'exemple est assez court, mais ne pas avoir une méthode qui va tester les différents comportements de la méthode, mais plutôt essayer d'avoir plusieurs méthodes, une méthode par comportement attendu. Une pratique aussi qui se fait, c'est le pattern given when then. Donc ça va un peu en... c'est comme la présentation qu'on avait eue au forum PHP, je ne sais pas si vous l'avez suivi, sur standardiser vos tests, avec le pattern AAA. Donc c'est la même chose, sauf que là c'est nommé différemment. Given when then, et comme ça amène encore plus de lisibilité. Donc c'est quelque chose qu'on pratique depuis pas loin d'un an, je pense, dans l'entreprise. Et ça donne beaucoup plus de lisibilité sur les codes, sur le code quand on lit les tests. Donc là, l'objectif, c'est de bien distinguer ce dont on a besoin pour lancer le test, qu'est-ce qu'on veut tester et quel est le comportement attendu sur les tests. Pour aller plus loin, parce que là, on a fait le tour des principales règles. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les objets calisthéniques. Les objets calisthéniques, donc c'est 9 règles à suivre dans la programmation. Donc je ne vais pas les lister ici, mais c'est un peu dans la même veine que le clean code. C'est des choses un peu plus normées, après ça reste que 9 règles. Donc juste en exemple, pour l'indentation, donc eux ils exigent un niveau d'indentation maximum. Donc, on ne peut pas avoir 2 niveaux d'indentation. On ne peut pas avoir plus de 5 dépendances ou variables d'instance dans une classe. Donc ça c'est bien de se donner un chiffre pour se dire en dépendance on ne devrait pas avoir plus de 5 services dans une classe. Et voilà, donc ça donne des règles bien bornées pour se donner des références dans notre charte de codage interne. Donc je n'ai pas trop parlé de la gestion des erreurs exceptions, mais c'est aussi un point central pour fournir du code maintenable et compréhensible. Donc éviter de rester sur, comme on peut voir sur des vieux projets, des return false ou des codes erreurs retournés plutôt que de la gestion d'exceptions. Attention au couplage externe. Donc se référer aux principes solides notamment pour faciliter la maintenance. Donc couplage externe, c'est quand on va utiliser des packages, des services externes, et on va utiliser les services directement dans notre code de métier. Il faut plutôt passer par une interface qui va faire le lien entre le service externe et notre code métier. Comme ça, si demain on a besoin de changer de package externe pour la même problématique, on ne changera pas le code métier, on changera juste la manière d'intégrer le service externe. Donc découpler via l'injection de dépendance, ne pas utiliser directement le service tiers, gérer les erreurs externes aussi en les reformatant avec nos propres erreurs et pas retourner telle quelle une erreur d'un service externe parce que demain on change de service, c'est pas du tout les mêmes erreurs, on ne sait pas comment gérer et ça peut demander des modifications côté application qui intègrent ce point back. Et donc il y a plein de design patterns aussi pour nous aider à respecter tous ces principes dans la conception. Et du coup, pour ceux s'il y en a qui ne connaissent pas, le site Refactoring Guru donne plein d'exemples sur les différents design patterns dans plein de langages différents aussi. Donc s'il y en a que ça intéresse, qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir. Comment les appliquer maintenant? Donc au quotidien, ce qui se fait maintenant souvent, c'est d'intégrer dans la CI tout un tas de choses automatisées, donc avec les linters, ou Git, les tests automatisés pour justement bloquer des merges, bloquer des PR si jamais il y a des règles qui ne sont pas respectées, des critères des tests qui ne passent pas, etc. Se servir de ces règles pour définir sa propre charte de codage interne dans l'équipe, dans l'entreprise. Ça donne une base et après il y a souvent besoin quand même de plus d'informations, donc sur le nommage notamment. Donc tout à l'heure je parlais vite fait de l'Ubiquitous Language. Et puis donner aussi des exemples plus parlants liés à notre contexte, parce que chaque application, chaque entreprise ont un contexte métier un peu particulier, et donner des exemples dans la charte de codage interne sur des conventions, ça peut être utile. Itérer sur la revue de code, ça peut être un peu chiant de temps en temps, mais il faut sans cesse prendre du temps pour review, que ce soit ses propres PR ou les PR des collègues. Prendre du recul sur ce qui a été fait, se poser des questions sur l'intention de tout ce qui est codé, sur du nouveau code ou du code modifié. Toujours se demander si on peut améliorer une portion de code.
Toujours avoir l'intention de faire un meilleur code, rendre le code le plus lisible possible et le plus facile à comprendre. La responsabilité du code, elle est presque autant à celui qui valide une PR qu'à celui qui le code. Alors même si évidemment c'est celui qui dev qui a la responsabilité, on ne faut pas prendre à la légère les approuves de PR. Si on voit des choses qui ne nous plaisent pas, auxquelles on n'est pas d'accord, ou on remarque des mauvaises conceptions, des principes clean code qui ne sont pas respectés, bah, faut pas hésiter à le remonter, hein, ça reste des commentaires. Après, le dev, il en fait ce qu'il veut, et après, ça dépend aussi des contextes dans lesquels on est. Si l'équipe veut suivre à la lettre tous ces principes-là. Pratiquer, 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 hein, essayer d'appliquer tous ces principes au quotidien, à chaque développement. Le clean code, c'est pas un side project, c'est pas des choses qu'on fait de temps en temps. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui nous anime et qui nous pousse à nous améliorer, nous en tant que dev, et en pratiquant tous ces principes, et à améliorer les bases de code sur lesquelles on travaille. Et donc tous ces principes, faut bien tous les maîtriser et les comprendre avant de se donner le luxe de pouvoir s'en passer. Parce qu'on a tous un peu le réflexe, ouais, mais ça, moi je préfère, ici on n'a pas besoin ou quoi. Il faut se forcer à pratiquer tous ces principes, bien les comprendre, avoir des exemples avant de se dire il n'y a pas besoin de ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc la théorie du Boy Scout, que j'ai évoquée plusieurs fois. Donc quand on touche à une portion de code, essayez de faire en sorte de laisser le code dans un meilleur état que dans lequel on l'a trouvé. Donc c'est l'opposé de la théorie de la vide brisée, hein. Si on respecte cette théorie du Boy Scout, le code va progressivement s'améliorer, on prendra tous de plus en plus de plaisir à travailler sur cette base de code, et on va réduire la dette technique. Et dernier point, donc kata de refactoring. Donc c'est quelque chose pareil qu'on a mis en place en début d'année dans mon entreprise, où l'idée c'est de faire des petits ateliers régulièrement. Donc nous c'est 1h30 par semaine où on se fixe un petit objectif de refacto pour améliorer le code, donc poursuivre des principes clean code, pour améliorer la couverture de test. Enfin c'est plein de sujets, mais c'est vraiment un but de refacto pour améliorer la qualité de code, et pas du tout d'ajouter une feature, de corriger un bug ou quoi. C'est vraiment de la pure refacto apportant rien à part améliorer la qualité de code, ce qui est très important. Donc des questions à se poser, donc notamment quand on fait de la review. Le code n'est-il pas trop complexe pour ce qu'il fait? N'est-il pas possible de le simplifier? Est-ce qu'on n'anticipe pas trop sur un possible futur? Donc là, on est sur le principe KISS qu'on a évoqué au début. Essayer toujours de faire quelque chose de le plus simple possible. L'intention du code est-elle claire? Posée autrement, est-ce qu'on comprend à la première lecture ce que le code cherche à faire? Donc on revient sur la règle du nommage. L'idée, c'est vraiment à la première lecture, on doit savoir de quoi ça parle et pas se dire faut que je regarde plus en détail qu'est-ce que ça fait, quel est l'objectif. Le code ne tend-il pas à se répéter? Est-il pertinent de réduire la duplication? Donc là, on vient au principe dry, tout en se disant qu'il faut se demander si ça a quand même un intérêt d'avoir le code dupliqué. Donc encore une fois, la connaissance métier du contexte dans lequel on travaille est importante. Il n'y a pas que de la technique. Le design mis en place autorise-t-il suffisamment de liberté pour la suite? Donc là, référence au principe solide pour quand même avoir une conception qui permette de faire évoluer le code assez facilement. Donc voilà, c'est avoir le juste milieu entre faire quelque chose de simple et que ce dont on a besoin, et anticiper aussi sur le futur pour savoir comment, pour pouvoir maintenir facilement l'outil et le faire évoluer. Donc conclusion, donc comme le dit Uncle Bob, donc c'est pas seulement une liste de règles à suivre, le clean code qui fera de nous de bons développeurs, hein. C'est un professionnalisme, c'est une rigueur à suivre justement ces principes qui fera de nous des bons développeurs à faire du bon code. Donc la priorité du travail d'un développeur ne doit pas être seulement le résultat, hein. La réponse mon code il marche, c'est pas suffisant, hein. Quand on veut faire du bon travail et faire du bon code, il faut avoir du code lisible et compréhensible pour le maintenir facilement. Et donc encore plus dans des contextes où on travaille dans une société qui édite un logiciel pour des clients. C'est des outils qui durent des années, des dizaines d'années. Et là, du coup, il faut vraiment se forcer à avoir quelque chose de facilement maintenable, parce que ce qui coûte le plus cher, c'est la maintenance de l'outil et pas le développement à l'origine. Donc pour conclure, gardez à l'esprit que le clean code, c'est avant tout un état d'esprit, une mentalité, hein, avoir l'envie de faire du code propre.
C'est hyper important pour produire des applications facilement maintenables et évolutives. Ça évite de nombreux bugs dus à des incompréhensions, parce que si on comprend mal le code, on peut le modifier de manière qui n'est pas celle attendue. Ça permet de rendre plus facilement testable une application. Et surtout, ça fait de nous de meilleurs développeurs et on prend plus de plaisir dans notre travail. Donc, tous ces principes ne sont pas absolus. Il y a toujours des exceptions, même s'ils sont plutôt bons et qu'on peut les suivre dans la majorité des cas. Pragmatisme et pour voir si on peut les appliquer dans notre cas à nous. Et encore une fois, il faut les maîtriser et bien les comprendre avant de se donner le luxe de savoir quand s'en passer. Voilà pour moi, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Une demi-question. Tu as parlé des outils, des linters notamment. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de règles. Et personnellement, c'est en mettant, moi, c'est SonarLint et une autre extension qui permettent de souligner tous les points dont tu as parlé en disant, là, il faudrait essayer d'améliorer le code. Et notamment, celui que je préfère, c'est sur le niveau d'indentation, c'est les early returns, c'est ça? Ouais. Et ça, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que cet outil-là, il m'a mis en avant ça, il m'a montré un exemple. Et c'est vrai que ça apporte des choses. Ouais, il y a plusieurs outils. On utilisait Scrutinizer à l'époque qui avait son propre analyse statique. Il y a PHPCS, PHPStan, je crois qu'il a aussi des règles pour ça. Enfin, voilà, donc il y a plein d'outils et l'intégrer automatiquement à la CI parce que pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des pull requests, quand tu crées ta pull request, automatiquement ça lance tout ça et ça te fait tes rapports de attention, t'as pas fait attention à ça ou quoi, ça peut être utile. Oui. Alors moi, c'est pas tant une question qu'une espèce de réflexion un peu à la volée que je lance. Pour les méthodes ou les fonctions qui renvoient des booléens, j'ai tendance personnellement à déjà faire de return directement dans mon if, dans mon for each, et à plutôt le faire à la fin. Je me dis, il y a toujours un moment où, si j'ai un triple if ou un switch case avec 4 qui s'enchaînent, il y a un moment où je vais finir par en louper un et une condition dans laquelle il n'y aura pas de retour à la fonction. Oui, il faut forcément un return si on retourne. L'un ou l'autre peut se défendre parce que d'un autre côté, si on set une variable à false dès le début et qu'on manque une affectation à true à un moment, c'est tout le programme qui est faussé. Alors que s'il manque un return, c'est peut-être plus je pense que justement la problématique c'est de ne pas setter une variable à false et de devoir setter une variable à true à un moment donné. C'est plus de devoir retourner dès qu'il y a une condition où on sait que ça va retourner false. Tu testes ta condition, tu retournes false et tu sors. Tu passes pas dans les autres conditions au cas où pour oublier quelque chose. Et voilà. Donc c'est simplifier le flux logique en fait pour sortir de la fonction le plus tôt possible. C'est plus ça l'idée. Donc je pense qu'il y a une manière de refacto ça pour. ce qui me dérange. Ça me dérange pas si on tient un petit peu avec cette façon de fonctionner, c'est qu'on peut très bien manquer une condition pour sortir de la fonction et ne jamais en sortir. Dans toute logique, on est censé toujours en sortir. C'est que. En principe, oui, effectivement. Enfin. Justement, quand tu fais des early return, à la fin, ton dernier return, il n'y a pas de if, tu as forcément un retour. Après, si ce n'est pas le bon retour, il te manque ton code n'est pas bon et il te manque des tests et il faut que tu lèves le comportement dans tes tests pour justement détecter le cas particulier. Mais pour moi, justement, l'early return, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des if ou un switch. Dans un switch, tu mets le default et si jamais tu ne rentres pas dans tes conditions, tu as forcément un retour. Pour moi, il doit forcément y avoir un retour, sinon il y a un souci.